Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc moi, je vais revenir sur cette problématique. Promis, je vais essayer de ne pas faire de doublons, mais avec une vision peut-être un peu plus globale avec la question: faut-il cohabiter? Donc je suis de formation écologue, je suis référente santé environnement à Fredon France. Je suis coordinatrice de l'Observatoire des espèces à enjeu pour la santé humaine, dans lequel on retrouve l'Observatoire des chenilles processionnaires. Donc vous avez ici 2 membres de cet observatoire également. Je fais partie également du réseau d'experts scientifiques et techniques sur les espèces exotiques envahissantes et également je suis membre du GT One Health, une seule santé du PNSE4. Alors, on a parlé un petit peu de Fredon, mais je ne suis pas sûre que tout le monde sache ce que c'est. Donc, en 2 mots, ce que c'est, Fredon, c'est un réseau d'experts au service de la santé, du végétal, de l'environnement et des hommes. Donc, moi, je fais partie de Fredon France, qui est la fédération nationale basée à Paris. Mais vous voyez, il y a un peu des fédérations partout en France, dans chaque région en tout cas, et puis environ 70 sites, ce qui représente 600 collaborateurs, collaboratrices environ. Et on a 3 grandes missions, 3 grands champs d'activité qui sont la santé du végétal, la santé de l'environnement et la santé des hommes. Donc là, mon pôle à moi, en tout cas, est plutôt dans cette dernière catégorie, la santé des hommes. Et le mot, je l'ai entendu un petit peu, ou il était sous-entendu aujourd'hui, mais voilà, le concept de One Health, on est vraiment en plein dedans avec cette espèce, ces 2 espèces, les processionnaires. Alors, je vais revenir sur les 2 espèces qui ont été présentées rapidement. Donc, la première, la processionnaire du pin. Donc là, vous voyez au stade larvaire, donc la chenille de l'épidoptère. Et puis, quand elle est adulte, c'est un petit papillon de nuit assez discret, pas facilement reconnaissable. Mais ce qui permet de les reconnaître à coup sûr, c'est d'une part ces nids que vous avez sans doute déjà vus dans les pins. Alors, ça peut être dans des pins, quelquefois des cèdres, plusieurs espèces de pins, parfois d'autres résidus. Mais en gros, si vous voyez des chenilles sur un arbre qui est un arbre fruitier ou autre, il y a peu de chances que ce soit des processionnaires du pin. Donc, on les reconnaît à ces nids. Et puis, également aux longues processions, que vous avez peut-être déjà vues. Donc, c'est en fait, quand la larve est assez grande, assez consommée d'épines, elle va descendre le long du tronc et puis s'enterrer dans le sol pour entamer cette phase de chrysalide, puis papillon. Elle peut aussi avoir des processions de famine, c'est quand elle a tout défolié l'arbre et qu'elle change d'arbre pour aller se nourrir autre part. On a présenté la carte de répartition, donc je ne reviens pas dessus, mais à noter qu'elle est présente dans presque tous les départements en France, sachant que là, la carte montre les départements dans lesquels il y a eu au moins une observation. Donc, il peut y en avoir beaucoup comme une. Là, on a une carte un petit peu plus précise, qui est faite par Jérôme Rousselet de l'INRAE, qui fait également partie de l'Observatoire des chenilles processionnaires, et qui a démontré dans ses études que le changement climatique est un facteur de progression de cette espèce, la processionnaire du pin, sur le territoire. Et donc, elle va monter de plus en plus vers le nord. Et vous voyez, en fait, en partie jaune, donc cette progression d'année en année. Pour l'autre espèce, la chenille processionnaire du chêne, donc elle se ressemble, c'est une chenille aussi poilue. Pareil, l'épidoptère, un petit papillon de nuit assez discret, donc pas très reconnaissable. La chenille est un peu plus petite que l'autre parce qu'elle va faire 3,5 cm au maximum, alors que l'autre c'était plutôt 5 cm. Et puis là, ces cocons sont pas du tout les mêmes que les autres. Ces nids, sont pas du tout les mêmes. Elle va plutôt faire des plaques le long des troncs ou des grosses branches charpentières des chênes. Et on va la retrouver sur les chênes sessiles et les chênes pédonculés, parfois d'autres espèces de chênes plus rarement. Mais en gros, pareil que l'autre, si vous la retrouvez sur un arbre fruitier ou autre, c'est sans doute pas une processionnaire du chêne. Pour sa répartition, pareil, elle est présente dans de nombreux territoires, nombreux départements, avec une forte densité plutôt au Grand Est. Alors, c'est quoi le problème? On a vu un des problèmes qui était la santé animale. Je vais revenir sur les autres problèmes qu'elle peut impacter, les autres enjeux. Donc là, je reparle de poils urticants, donc je vais passer très rapidement, peut-être ajouter le fait que les poils qu'on voit à l'œil nu ne sont pas ceux qui sont urticants. Elle a des miroirs dorsaux qui s'ouvrent en cas de danger ou quand elle se sent menacée. Elle va expulser dans l'air des petits poils microscopiques qui ne sont pas visibles à l'œil nu, et c'est ceux-ci qui sont urticants. Donc on a parlé de santé animale, donc je ne vais pas revenir dessus. Je vais parler un petit peu plus de santé humaine, avec là des symptômes qui
qui sont soit au niveau des yeux, de la peau, pareil, ou au niveau respiratoire. Pardon, toujours qui sont dus à ce contact avec les petites soies urticantes. Sachant que le contact direct n'est pas obligatoire et que comme les soies peuvent être envoyées dans l'air, ça peut se faire au contact aérien également. Donc là, je vous présente une courbe qui est issue d'un rapport ANSES de 2020. Donc vous avez en rouge les cas symptomatiques de processionnaires qui sont liés au contact avec les chenilles processionnaires du pin. Et puis en orange, celle du chêne. Donc là, on a les cas qui sont remontés au centre antipoison. Donc bien sûr, évidemment, ce n'est pas du tout le nombre réel de cas d'exposition en France, puisqu'on ne pense pas forcément à appeler son centre antipoison quand on est au contact. Et puis, on voit se dégager 2 périodes de risque maximal, donc qui sont vers mars pour la processionnaire du pin et puis juin pour celle du chêne. Sachant, comme l'a dit Gilbert, ça dépend vraiment des territoires et puis les processions ne sont pas du tout observées au même moment. Donc là, c'est vraiment une moyenne nationale. Un autre enjeu qui est représenté par cette espèce, c'est l'enjeu sur la santé des arbres. Donc elles peuvent, par leur nourriture, en mangeant ces arbres, il peut y avoir une forte défoliation qui peut entraîner des pertes de croissance, un affaiblissement des arbres touchés et très rarement la mort. En fait, si un arbre meurt et qu'il y a des chenilles processionnaires dedans, c'est pas souvent seulement à cause de ça, mais c'est qu'il y a d'autres facteurs. Il est affaibli par ailleurs, il a d'autres maladies, etc. Il y a une enquête de l'ANSES qui vient de paraître qui s'appelle Chenille Pro, qui montre que les personnes les plus exposées, les métiers les plus exposés sont évidemment ceux qui travaillent dans les espaces verts et forestiers, donc bûcherons, sylviculteurs, exploitants forestiers, professionnels d'entretien et d'aménagement des espaces verts. Donc c'est toutes ces professions-là qui sont les plus impactées. Et puis, un enjeu sur la santé de l'environnement, parce que les processionnaires du pin et du chêne, en tout cas, sont autochtones. Elles ont toujours été chez nous en France, en tout cas, elles font partie du coup de l'écosystème. C'est un des maillons de cet écosystème. Et donc, le fait de faire bouger un maillon de l'écosystème, ça s'est rarement bien passé jusqu'à maintenant. Et enjeu il y a également au niveau de la gestion, puisqu'il peut y avoir de l'utilisation de traitements qui sont mal conduits avec les impacts qu'on connaît. Et derniers enjeux, c'est les enjeux touristiques, puisque parfois la forte pullulation de chenilles, elle peut entraîner de la fermeture de campings, de sentiers forestiers, de sentiers de VTT, randonnée, etc. Et puis enfin, non négligeable, le risque de conflit. Donc, par exemple, un exploitant, un propriétaire qui se retrouve à côté d'un voisinage qui est infesté et qui, du coup, risque de conflit entre ces différents acteurs qui peuvent être assez importants parfois. Ok, une fois qu'on a rappelé tous ces enjeux, on peut se poser la question comment est-ce qu'on fait pour gérer ça, parce qu'il y a des risques sanitaires, mais en même temps, on ne veut pas sa disparition complète. Alors, au niveau de la réglementation, on aime bien, nous les humains, faire des petites cases et puis mettre les animaux nuisibles, entre guillemets, dedans. Donc, il y a plusieurs réglementations qui concernent ces animaux nuisibles pour les humains. On peut en retrouver dans le code de l'environnement, les fameux ESOD, ou bien espèces exotiques envahissantes. Dans le code rural de la pêche maritime, on a les organismes nuisibles réglementés. Et dans le code de la santé publique, on a une catégorie qui s'appelle les espèces dont la prolifération constitue une menace pour la santé humaine. Et c'est dans cette catégorie-là qu'on va retrouver du coup les chenilles processionnaires. On a donc une liste de ces espèces dont la prolifération constitue une menace pour la santé humaine. Et pour l'instant, il y a juste ces deux espèces de chenilles processionnaires et les ambroisies, pour ceux qui connaissent plantes au pollen allergisant. Voici. Donc, cette réglementation est très jeune, puisque les chenilles, les processionnaires ont été classés en 2022. Et donc, il y a tout un système qui se met en place suite à cette réglementation. Ce qu'elle implique, cette réglementation, c'est que chaque préfet va devoir prendre dans son département un arrêté préfectoral pour décider des mesures à mettre en place chez lui. Et comme cette réglementation est toute neuve, il n'y a pas encore tous les départements qui l'ont pris. Pour l'instant, il y a Bretagne, Normandie et Grand Est qui ont pris leurs arrêtés. Et petit à petit, toute la France devrait être couverte. Vous pourrez retrouver sur le site Chenillerisque, du coup, cette cartographie qui est régulièrement mise à jour en fonction des départements, des arrêtés départementaux qui ressortent.
Donc du coup, pour établir une stratégie de gestion de ces espèces exotiques envahissantes, a été mise en place l'Observatoire des chenilles processionnaires, donc qui est piloté par Fredon en France. Et cet observatoire s'est muni d'un comité technique. On a essayé d'avoir toutes les parties prenantes de cette thématique, on a essayé de réunir autour de la table pour pouvoir parler de la meilleure gestion à mettre en place. Donc on va avoir des gens qui sont de la santé animale, vous avez les 2 représentants ici, des gens de la santé humaine, donc les ARS, les agences régionales de santé, la DGS. On va avoir des gens de la forêt, donc l'OFB, le DSF, l'ONF. Des gens plutôt entomologues, donc il y a l'OPI et puis Arthropologia. On va voir également des scientifiques qui travaillent dessus, donc l'INRAE. Je vais sans doute en oublier de toute façon dans toute cette liste. La DRAF, qu'est-ce que j'ai pas dit? Les forestiers privés. Présidente. Ah oui, pardon, l'UNEP, notre présidente fait partie de l'UNEP. Et puis également les collectivités, parce qu'on a besoin de personnes qui sont sur le terrain et qui sont réellement confrontées à la problématique et qui doivent donner leur voix également. Et donc, avec toutes ces personnes-là, on les a mis autour d'une table et puis on a dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Donc, pour rappel, vraiment, les espèces, les processionnaires sont autochtones, donc on ne veut pas du tout viser leur éradication. C'est vraiment pas du tout ni envisageable ni souhaitable. Donc, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, avec ce comité technique, on a établi des zones qu'on va appeler à haut risque pour la santé humaine et animale et des zones à moindre risque. Et on va mettre en place des actions sur ces zones-là. Donc, sur les actions à haut risque, sur les zones à haut risque, on va surveiller, communiquer et limiter la population de chenilles processionnaires sous un seuil de risque tolérable, ou bien on va limiter l'accès à ces zones. Et pour faible risque, on va préconiser plutôt de la surveillance, de la présence et puis de la communication. Quelles sont ces zones à risque ? Donc, on s'est bien cassé la tête là-dessus d'ailleurs. Donc, on a établi une liste de toutes ces zones qui peuvent être à risque. Donc, en fait, c'est toutes les zones qui sont ouvertes au public et où il y a une forte affluence, ou bien où il y a des publics sensibles qui sont présents. Donc, ça peut être les espaces verts des hôpitaux, des campings, hôtels, auberges collectives, des parcs d'attractions, les voies publiques, etc., etc. On a publié donc notre stratégie dans un document qui s'appelle le Vademecum d'aide à l'élaboration d'un plan local d'action contre les chenilles processionnaires, qui est paru en 2023, qui est retrouvé sur chenilles-risque.info, et on va retrouver justement toutes ces stratégies qui est expliquée et qui est détaillée. Donc les objectifs, c'est vraiment de donner des clés aux acteurs concernés, de proposer un schéma directeur, donc cette stratégie. Et voilà, il y suit la parution du décret de 2022 qui classe les processionnaires comme espèces dont la prolifération est nuisible à la santé humaine. Et la stratégie est basée sur ce schéma que je vais rapidement vous détailler. Donc, on a au niveau des collectivités ce qu'on appelle les référents territoriaux, ou bien les sentinelles. Donc, au niveau de la commune, il peut y avoir la désignation d'un de ces référents. Donc, il y en a environ 5000 en France actuellement, mais ils étaient plutôt désignés pour le moment sur les ambroisies et vont petit à petit évoluer et se saisir des 2 problématiques. Donc là, le rôle, ça va être de repérer la présence, de participer à la surveillance et d'informer les personnes concernées, donc celles qui ont des terrains sur lesquels il y a des chenilles processionnaires. Donc, elles les informent des mesures à mettre en œuvre. Sauf que ces sentinelles, ces référents, il faut bien les former, les animer, maintenir une communauté. Et donc, c'est pour ça qu'ont été imaginés à l'échelle régionale ou départementale des coordinateurs qui sont là justement pour animer ce réseau, pour identifier tous les acteurs d'un territoire, pour partager de l'information et puis créer différents comités de coordination pour traiter cette problématique. Et nous, du coup, Observatoire des chenilles processionnaires, on est à l'échelle nationale plutôt comme un rôle de boîte à outils pour de créer des documents de comment est-ce qu'on fait pour gérer, pour créer cette stratégie dont je vous ai parlé, pour faire de l'information, etc., etc. Et un des outils qui est en train d'être créé, il a été mis en place sur 2 régions test cette année, donc en Grand Est et en Bourgogne-Franche-Comté. C'est la plateforme de signalement des chenilles processionnaires. Donc, le principe, ça va être que tout un chacun
va pouvoir signaler la présence de chenilles. Donc, soit les nids, soit les chenilles directement. En prenant une photo, on est automatiquement géolocalisé. On donne 2-3 informations sur ce qu'on voit. Et puis, le référent, du coup, de la commune va recevoir ce signalement. Il va dire oui, c'est des chenilles processionnaires, non, c'est pas des chenilles processionnaires. Et du coup, va mettre en place après les missions dont je vous ai parlé. Donc, essayer de retrouver à qui appartient le terrain et puis mettre en place les méthodes de gestion s'il y a un risque identifié, s'il y en est en zone à haut risque, du coup. Sachant que cette plateforme de signalement, en fait, elle a 2 boutons, 2 fonctions. Donc, une pour signaler les populations de chenilles et une pour signaler les symptômes. Donc, soit au niveau animal, soit au niveau humain. Donc, il y a une possibilité de signaler symptômes chez humain ou animal, de préciser d'ailleurs si vous êtes vétérinaire dans les commentaires pour que ce signalement soit validé automatiquement et plus de valeur qualitative. Et puis, du coup, on aura peut-être plus d'infos que ce qu'on a actuellement avec les centres antipoison. L'idée, c'est vraiment d'essayer de collecter de plus en plus de données pour avoir une meilleure information. Voilà, donc pour conclure, il y a pas mal de choses qui ont été créées avec l'aide du comité technique et qui sont disponibles sur chenille-risque.info. On a une photothèque, on a fait un guide de gestion, on a des dépliants, des affiches d'information, des cartes de reconnaissance, etc. Plein de documents de communication. Et ça, c'est un petit nota bene. Le 18 mai, du coup, c'est la journée des chenilles processionnaires. Et donc, on met en place un certain nombre d'actions de communication à l'occasion de cette journée. Donc, 18 mai, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Il y a plein de choses qui sont disponibles pour ça. Voilà, donc je conclue sur mes messages clés de la fin. Donc, il y a 2 espèces de processionnaires en France qui sont responsables de divers symptômes. C'est une problématique une seule santé, comme je vous l'ai dit, donc qui demande vraiment une vision globale et implication de tous les acteurs. Ce qu'on a essayé de mettre en place avec notre comité technique. La stratégie, donc, c'est vivre avec oui, mais sous un seuil de risque tolérable. Et puis, voilà, cette plateforme de signalement qui va être mise en place, nationalisée l'année prochaine, donc disponible pour tous et toutes, sur lequel vous pourrez signaler la présence et ou les symptômes. Et je repasse la parole très rapidement à François sur des webinaires qui vont être mis en place. Oui, voilà, je vous ai expliqué tout à l'heure la difficulté de faire, dans certains cas, un diagnostic de suspicion. Le fait, sans doute aussi, que la profession gagnera à être sensibilisée aux symptômes. Et donc, en vue justement d'améliorer la détection, est mise en place, en coopération avec les organismes techniques, vétérinaires, un webinaire qui va être animé par Gilles Bergot, qui permettra de donner toutes les informations aux vétérinaires utiles, pas seulement d'ailleurs en matière de santé animale, mais aussi pour protéger et se protéger lorsqu'ils examinent les animaux, parce que c'est pas complètement anodin de toucher un animal qui a les symptômes et qui a des crochets qui sont plantés dans la peau. Donc le vétérinaire peut subir des conséquences au niveau de sa santé ou de celle de son personnel. Voilà. On a quelques minutes pour... je sais qu'il y a des questions sur le question-réponse. On va commencer par une question simple. Oui, moi j'ai une question simple. C'est quand vous intervenez, vous traitez avec quoi? BT? Voilà. Alors déjà, on n'intervient pas tout le temps. C'était un petit peu Quand vous intervenez? Quand on intervient. Alors pas forcément, en fait, on a travaillé également sur un guide qui recueille toutes les méthodes de gestion qui existent. Donc le BTK fait partie de ces méthodes, mais il y en a plein d'autres en fait qui diffèrent en fonction de l'espèce et de la situation présente. Il y a usage de produits insecticides autres que le BT? Alors, ils sont mentionnés justement dans ce guide, mais on les déconseille fortement parce que, en fait, le BT, si on veut absolument mettre quelque chose, un produit dessus, le BT marche très bien. Et du coup, là, ils sont vraiment pas du tout conseillés dans notre recueil, en tout cas. Et on peut faire plus de dégâts, puisque si on utilise un insecticide... On peut faire plus de dégâts, parce que si on utilise un insecticide sur une phase urticante à portée plus violente,
par exemple sur du L3 ou L5, résultat, on contamine l'environnement, alors que le BT agit sur les phases non urticantes. C'est-à-dire qu'on neutralise avant le développement de la partie urticante. Il y aurait d'autres questions après, j'imagine. Et juste un petit peu une précision sur le BTK. Du coup, c'est une bacille qui va tuer toutes les larves de lépidoptères, pas seulement celles du processionnaire. Donc, c'est pas évidemment la meilleure solution, mais au moins, on va pas tuer tous les insectes comme des insectes classiques. Et on l'a préconisé sur le pin, mais pas sur le chêne, parce qu'il y a d'autres insectes présents au moment du traitement, de la fenêtre de traitement. Donc, on l'a plutôt réorienté du côté du processionnaire du pin. C'est une problématique qui existe de plus en plus aussi en démoustication. Alors, c'est pas le même. En démoustication, c'est un H14, là, c'est un 3,3B. Est-ce que les méthodes mécaniques sont suffisantes ? Alors, elles peuvent l'être, ouais. Je peux citer d'ailleurs toutes ces méthodes. Il y a donc les chenaillages, c'est aller gérer directement le nid, aller le couper au bout de la branche et le détruire. Donc, ça peut être tout à fait suffisant pour détruire tous les nids qui sont présents sur un arbre. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais parfois, c'est vrai que ça peut coûter plus cher que de mettre du BTK si l'arbre est fortement infesté, s'il y a des nids très hauts, il faut venir faire avec un matériel spécialisé, etc. Mais c'est tout à fait efficace. On parle aussi de, vous savez, le piège à interception, c'est les cercles que vous voyez parfois autour des pins. Alors là, je rappelle bien que ça marche que pour les processionnaires du pin. Donc, si vous voyez des cercles autour de chênes, ça ne marchera pas, puisque comme on l'a dit dans la biologie des espèces, les processionnaires du chêne ne descendent pas pour aller s'enfouir dans le sol. Donc, on comprend bien que le cercle ne va pas marcher sur eux. Par contre, ça marche bien pour réduire le risque sur celle du pin. On a quoi d'autre de préconiser ? Les nichoirs. Les nichoirs, ouais, essayer de favoriser les prédateurs naturels de ces insectes. On n'a pas forcément des études scientifiques qui montrent une efficacité grandiose là-dessus, mais ça peut toujours participer à réguler en tout cas les populations. Dont la mésange, ouais. Mésange, il y a aussi... Avec toujours une prévalence sur le pin, puisque c'est le moment où elle est insectivore, et beaucoup moins efficace sur celle du chêne, où là, elle est frugivore. Il y a les chauves-souris également qui vont manger les papillons, plutôt les papillons de nuit. Donc, ça peut être aussi une des méthodes de placer des gîtes à chauves-souris. Voilà. Il y avait cette question sur chauve-souris était posée sur le chat, hein, donc très bien. Il y a une autre question quelles sont vos recommandations de premiers soins lors d'exposition en envenimation à des chenilles processionnaires d'un homme ou d'un animal, peut-être. Moi, ce ne sera pas d'un homme et d'un animal plutôt. Ouais. D'après tout ce qui est écrit, ce qui est important en ce qui concerne en particulier la langue, c'est le flushing le plus rapide et le plus précoce possible. Le flushing, c'est-à-dire en fait d'administrer par rinçage, soit un soluté salin, une solution bicarbonatée, pour vraiment laver l'organe de tous les crochets. Hein, voilà, donc ça c'est très important. Et puis évidemment, il y a le traitement de l'état de choc, traitement de la douleur, traitement de l'état de choc, perfusion si nécessaire. Et puis le traitement symptomatique. Alors, une question justement au niveau toxico, là, pour mes deux confrères, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, même pas. Est-ce qu'on connaît les toxines qui interviennent dans ce processus urticant? Oui, c'est la tomatopéine. C'est une protéine, la tomatopéine, qui a un poids moléculaire de 28 000 kilodalton. D'accord. Et alors, quels sont ces effets en pratique au niveau pharmacologique ? C'est comme il y a le harpon qui se plante, il y a la soude caustique qui se libère, et c'est au moment de la fracture du harpon que se libère cette protéine nécrosante qui va faire une petite nécrose, qui va détruire toutes les cellules de proximité. Et plus il y aura de points de nécrose, plus ça fera un territoire impacté. Comment ? Et elle est thermolabile ou pas ? Oui, tout à fait. À 60 degrés, on la dénature. Donc chauffer la surface, ça ne joue pas. Ah oui, mais le problème, c'est alors c'est très très difficile parce que le chien ne supportera pas. Faut pas oublier quand même qu'on est sur du vivant aussi. Par contre, c'est utilisé pour décontaminer les tissus en contact. Et là, on préconise de laver à 60 degrés tous les produits qui ont été en contact avec le chat, le chien et voilà. Et alors, par contre, c'est aussi, ça c'était en région parisienne, avec les processionnaires du chêne, où ils laissaient sécher le linge, et résultat, tous les draps devenaient urticants. Les précautions aussi, c'est quand on soigne un animal, ce serait normalement, même si ça n'arrive pas chaque fois d'être contaminé, c'est d'avoir des gants et puis mettre un masque si on peut.